Dans 15 ans, j'imagine que le monde du travail sera profondément transformé, mais la question essentielle restera comment ces transformations profiteront-elles aux salariés. Avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, beaucoup d'emplois vont être supprimés. Notre rôle collectif sera de créer des nouveaux dispositifs de protection pour les salariés, de façon à ce que les gains de productivité puissent être redistribués aux salariés sous forme de nouveaux avantages, de nouveaux droits, notamment la semaine de 4 jours, des salaires dignes et des emplois qui seront plus allégés par des tâches aujourd'hui répétitives qui doivent être supprimées. Voilà comment je vois le monde du travail dans 15 ans. Bonjour et bienvenue dans Vision, un monde du travail en mutation. Quels sont les apports passés et futurs du dialogue social? Nous en discutons avec Olivier Crétenay, délégué syndical et secrétaire du CSE d'Iron Mountain. Bonjour Olivier. Bonjour Laure, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors Olivier, pourquoi le dialogue social? Alors au terme dialogue social, personnellement et comme beaucoup de syndicalistes, je préfère le terme négociation collective. Le travail et la création de richesses. Donc pour que cette création de richesses profite aussi aux salariés, il faut négocier. Donc il est important de négocier pour que les travailleurs puissent profiter de ces richesses qu'ils créent par la force de leur travail. Et voilà pourquoi le dialogue social et la négociation collective sont indispensables dans les entreprises et au niveau des branches et au niveau aussi de l'État, comme les négociations qui sont encore en cours sur la modification des régimes de retraite. Oui, donc le dialogue social, c'est à plusieurs niveaux. C'est dans Exactement. l'entreprise, salariés et dirigeants. C'est les dirigeants avec les politiques, c'est ça? Exactement. Il y a 3 niveaux de discussion. Il y a une discussion directement avec l'État, comme aujourd'hui le Premier ministre qui organise des négociations, enfin de nouvelles négociations, si on peut dire, sur la réforme des retraites qui a été mise en place en juin 2023. Et de plus en plus, la législation a été modifiée de façon à ce que le dialogue social soit au plus près des travailleurs, c'est-à-dire au plus près de l'entreprise. Il y a aussi des négociations au niveau des branches professionnelles, les conventions collectives. Mais nous, on aimerait justement que ce dialogue social, en tant que syndicaliste, se passe plutôt au niveau de la branche, puisque les droits qui sont négociés et qui sont obtenus profitent à l'ensemble des travailleurs. Et on le verra tout à l'heure, qu'il y a donc peu d'entreprises où il y a un véritable dialogue social. Donc ramener le dialogue social à l'entreprise, c'est aussi affaiblir le droit des salariés. Donc il faut une force de représentation importante au niveau de l'entreprise pour que justement ce dialogue social et cette négociation collective apportent des protections supplémentaires et des droits nouveaux, ainsi que le maintien des acquis sociaux déjà obtenus pour l'ensemble des travailleurs. Oui. Et comment vous en êtes arrivé justement à cette représentation et cette défense des droits des salariés? Alors mon engagement syndical, il remonte à mon enfance. Je fais partie d'une famille d'ouvriers. Mon père était ouvrier dans le textile. Donc les discussions à table sur les négociations, les luttes sociales, les grèves faisaient partie presque de mon quotidien, si je peux dire. Donc tout ça a construit en moi cette idée de l'importance de défendre ses droits, ses intérêts. Ensuite, j'ai changé un petit peu de vision parce que je me suis engagé vers 18 ans dans l'armée de terre, dans un régiment d'élite. Et là, j'ai découvert d'autres valeurs. J'ai découvert des valeurs très fortes, l'esprit d'équipe, le soutien mutuel. Si tu tombes, je te relève. Et j'ai aussi pris conscience de la force du collectif. Donc, quand j'ai quitté l'armée au bout de 9 ans, j'aspirais à faire autre chose. Quand je suis arrivé dans le monde du privé, je suis arrivé dans cette entreprise qui ne s'appelait pas Iron Mountain, puisqu'on a été racheté par cette société il y a 8 ans. C'est un groupe mondial qui a investi massivement en France et qui est dans le domaine de l'archivage et qui a acheté des entreprises dans ce domaine-là en France.
Moi, quand je suis arrivé dans cette entreprise, en fait, on était en pleine négociation au niveau national sur les 35 heures. L'entreprise, bien qu'elle ait à l'époque 300 salariés, n'avait pas d'organisation syndicale. Donc l'employeur pouvait négocier avec des salariés qui étaient mandatés par une organisation syndicale. Il n'y avait pas besoin d'avoir un délégué syndical pour signer un accord sur les 35 heures. Et très rapidement, j'ai compris que si je ne m'impliquais pas dans ce dialogue, dans cette discussion et dans cette négociation surtout, eh bien, les salariés allaient se faire avoir parce que l'employeur avait organisé des groupes de travail pour discuter de comment on allait mettre en place cette réduction du temps de travail. Et ces groupes de travail aboutissaient à des conclusions qui ne me convenaient pas. On nous parlait de 5 jours de RTT. Alors moi, j'avais fait un petit calcul où j'en étais plutôt à 16, puisqu'on travaillait 36 heures à l'époque, 36 heures par semaine. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Donc je me suis syndiqué au syndicat Force ouvrière. Et puis le syndicat m'a désigné délégué syndical. À l'époque, ça fonctionnait encore comme ça. Ça a été changé en 2008. Je me suis engagé dans cette négociation. Donc avant, vous aviez quel rôle dans l'entreprise avant de Alors, délégué moi, syndical? je suis passé d'un métier de militaire à un métier d'archiviste au départ. Donc je suis rentré parce qu'en fait, je voulais m'éloigner des métiers, on va dire, de la sécurité, parce que l'armée, la sécurité, alors que j'avais fait un petit peu de sécurité en sortant de ces métiers-là, mais je me suis dit, je ne vais pas quitter l'armée pour faire de la sécurité. Donc j'ai fait comme beaucoup de salariés, je me suis inscrit à une agence d'intérim et je suis arrivé dans cette entreprise en juin 1997. Et j'ai commencé en tant qu'archiviste. Ensuite, après, j'ai évolué vers un métier en santé-sécurité. Aujourd'hui, je suis responsable hygiène, santé, sécurité, environnement. Je me suis formé sur ces métiers-là. Bon, aujourd'hui, j'ai une licence professionnelle dans le domaine de l'évaluation des risques professionnels. Donc aujourd'hui, vous avez 3 rôles. Vous avez le rôle de délégué syndical, donc de Force ouvrière. Tout à fait. Vous avez le rôle de secrétaire du CSE, Tout à fait. donc comité social et économique. On va en parler tout à l'heure. Juste après. Et donc vous avez ce rôle d'expert santé-environnement. Oui, santé, sécurité, environnement sécurité, aussi. Voilà. Alors la vision environnementale, elle est surtout législative. Je ne suis pas un expert en environnement, c'est un expert dans la protection de l'environnement au sens du droit de l'environnement pour les entreprises. Bon, mon expertise, elle est plutôt santé-sécurité. Je suis passionné aussi par la prévention des risques, la réduction des accidents. Et puis, mes fonctions syndicales m'occupent une grosse partie quand même de mon temps. Je suis secrétaire du comité social et économique et j'ai été secrétaire du comité d'entreprise. On verra tout à l'heure que tout ça a évolué au cours des dernières années, pendant pratiquement 20 ans maintenant. Et je suis délégué syndical depuis 26 ans. D'accord. Justement, quelles sont les différentes représentations des salariés? Parce que, comme vous le dites, ça a beaucoup évolué. Et puis, selon la taille des entreprises aussi, ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes. Tout à fait. Donc, je pense que les gens sont un peu perdus parfois entre... Alors, pour parler du tissu économique français, du tissu économique français, la France est constituée d'à peu près 4,3 millions d'entreprises. Et dans 3 millions d'entreprises, il n'y a pas de salariés. Donc le comité social et économique, il se met en place dans les entreprises à partir de 11 salariés. Ce comité social et économique est le fruit de la fusion liée aux ordonnances Macron de septembre 2017 de 3 instances, donc les délégués du personnel, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail et le comité d'entreprise. Or, si vous avez moins de 11 salariés, et c'est le cas de plus de 3 millions d'entreprises en France, puisqu'en réalité, les entreprises qui ont plus de 11 salariés et moins de 50, on en retrouve 170 000 en France. Donc, dans ces entreprises de 11 à 50 salariés, le rôle du comité, 11 à 49 plutôt, le rôle du comité social et économique se limite à porter des réclamations qu'on appelle des réclamations individuelles et collectives. Donc les réclamations qui vont être d'ordre, le salarié n'a pas eu sa prime, ou le salarié réclame l'application d'une mesure qui est prévue dans une convention collective. Donc voilà, le délégué, anciennement le délégué du personnel, qui maintenant est un membre du comité social et économique, va discuter avec son employeur pour que ces réclamations soient corrigées. Ensuite, dans les entreprises
de plus de 50 salariés jusqu'à 300, alors, ce qui représente environ 20 000 entreprises en France, ce qui n'est pas beaucoup. Oui, j'allais dire par rapport au... Voilà, le comité social et économique a un rôle qui est beaucoup plus renforcé. Il a un vrai rôle d'information et de consultation sur la situation économique et financière. Il va être aussi consulté sur la politique sociale et il va être consulté sur la stratégie qu'envisage l'employeur, enfin qu'envisage de déployer l'employeur pour les 2-3 prochaines années. Et ce rôle, il est essentiel pour la défense des intérêts des salariés. Après, dans les entreprises de plus de 300 salariés, on va retrouver une commission obligatoire, la commission santé, sécurité, conditions de travail, qui remplace, sans le remplacer, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, avant, avait, lui, par contre, une vraie autonomie et qui avait la personnalité morale et qui pouvait... c'était une instance que les employeurs craignaient. Bon, les ordonnances Macron ont fusionné ça au sein du comité social et économique et c'est une régression puisque en fait ce comité social et économique a beaucoup de prérogatives et finalement peu de moyens pour mener toutes ces prérogatives à bien. Donc voilà. Après, dans les très grosses entreprises, on va avoir d'autres types de représentants du personnel. On va avoir des représentants du personnel au conseil d'administration. Bon, là, on parle des 300 ou 400 plus grosses entreprises en France. En dehors de ces entreprises-là, il n'y a pas de représentation réelle au conseil d'administration des entreprises. Ensuite, vous avez un représentant du personnel qu'on appelle un représentant de proximité. Ça remplace, sans vraiment le remplacer, les délégués du personnel qui étaient... qui sont encore un rôle très très important puisqu'ils sont à proximité des... Oui, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils sont à proximité des travailleurs. Bon, les délégués du personnel, c'est 1936, donc c'est vraiment idéologiquement aussi pour nous, c'est un rôle qui est très très important. Donc ces représentants de proximité, aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Les moyens sont à négocier avec l'employeur. La mise en place du comité social et économique est à négocier avec l'employeur. Donc c'est l'employeur qui est finalement à la main sur la représentation des salariés. Et ça pose problème. Et ces ordonnances Macron posent problème. Oui. On espère que dans le futur, elles soient modifiées. Est-ce que les salariés s'en sortent un peu, savent où se tourner? Est-ce que vous avez le sentiment parfois qu'ils sont un peu perdus justement quand il y a... Alors évidemment, là où les salariés n'ont pas du tout de représentation, c'est-à-dire dans quand même la plupart des entreprises en France, puisque 95%, dans 95% du tissu économique, il n'y a pas de représentation des salariés. Donc eux, ils savent qu'ils peuvent se tourner vers les syndicats, mais ils vont se tourner vers les syndicats quand ils ont un problème, oui. Quand ils sont menacés d'un licenciement. Ils ne vont pas solliciter les syndicats pour obtenir des améliorations de leurs conditions de travail. Après, dans les entreprises de taille plus importante, on va dire des entreprises qui ont plus de 50 salariés, bon, dans les micro-entreprises, enfin pas les micros, mais les TPE, ils savent qui est leur représentant, c'est plus facile. Je pense que dans les entreprises, les très très grandes entreprises, c'est plus compliqué, d'où l'intérêt de ce rôle de représentant de proximité. Par contre, dans les entreprises d'une taille telle que la mienne, on est identifié comme étant les représentants et ils savent effectivement qu'ils peuvent nous solliciter facilement. D'accord, oui. Les syndicats sont moins présents qu'avant? Alors, si on parle de chiffres, tout d'abord, aujourd'hui, on a 2,8 millions de syndiqués pour à peu près 27 millions de travailleurs. Bon, ce sont des chiffres que j'ai lus assez récemment de l'INSEE. Donc, ça représente un taux de syndicalisation de 10%, un peu plus de 10%. Dans les années 70, il y avait 4,5 millions de syndiqués pour 20 millions de travailleurs, donc un taux aux alentours des 20%. Donc on peut en déduire que le taux de syndicalisation a effectivement été réduit, mais cela ne veut pas dire que pour autant les salariés se tournent contre les syndicats ou ne sont pas intéressés ça ne veut pas, on va dire, le niveau de popularité des syndicats ne peut pas être mesuré comme ça.
En réalité, les syndicats en France sont populaires et les revendications qu'ils présentent sont soutenues par les salariés. On l'a vu notamment dans le cadre de cette réforme des retraites en 2023, où le taux de syndicalisation a augmenté à ce moment-là. Ensuite, il faut savoir qu'en France, la syndicalisation n'amène pas de service. La syndicalisation, elle est volontaire et elle est militante. Donc c'est une autre forme de syndicalisation dans notre pays. Nous, on a fait ce choix-là, les organisations syndicales ont fait le choix-là, d'une syndicalisation militante. C'est-à-dire qu'on adhère à un syndicat pour s'engager et pour militer. Ensuite, cette syndicalisation, elle rencontre des obstacles. Les obstacles sont les suivants. Le premier obstacle, c'est la discrimination syndicale. Aujourd'hui, être syndiqué, si on va dire à son patron qu'on est syndiqué, on ne fait pas forcément un heureux, et bien souvent, les gens ont peur de cette discrimination. C'était moins le cas avant? Alors avant, justement, les collectifs de travail étaient très très forts. Mon père qui travaillait dans le textile, 70% des salariés étaient syndiqués. Donc on peut peu parler de discrimination syndicale quand vous avez 70% de vos salariés qui sont syndiqués. Donc les différentes réorganisations, la désindustrialisation progressive de notre pays a conduit à la destruction de collectifs de travail. Et ces collectifs de travail, aujourd'hui, on a du mal à les mobiliser pour se syndiquer. Ensuite, on va retrouver un autre obstacle important, c'est la précarisation de l'emploi. Quand vous êtes travailleur précaire, vous ne pouvez pas vous syndiquer, c'est plus compliqué. Voilà ce que je peux dire sur le taux de syndicalisation en France. Et ils sont assez différents. Vous m'aviez parlé des syndicats en Allemagne, par exemple, qui n'ont pas le même processus, pas la même manière de penser aussi. Oui, alors en Allemagne, et encore plus dans les pays du Nord, la syndicalisation, adhérer à une organisation syndicale, ça apporte des services complémentaires, notamment des services juridiques, du conseil. Et dans les pays du Nord, la Suède, le Danemark, la Finlande, ça permet d'accéder plus facilement à l'assurance chômage. Donc dans ces conditions, c'est plus incitatif pour les salariés de se syndiquer. Ensuite, si on prend les pays du Nord, ils sont connus pour ça, c'est un syndicalisme plutôt de compromis. Leur image, elle est différente de l'image qu'on peut avoir, nous, en France, avec un syndicalisme militant. Ensuite, en Allemagne, qu'est-ce qui nous différencie de l'Allemagne? Aujourd'hui, plusieurs choses. Le taux de syndicalisation en Allemagne est de 16% dans le monde privé. Nous, il est de 8% dans le monde privé, dans les entreprises privées. Donc, on va dire, donc c'est le double en Allemagne. Pourquoi c'est le double en Allemagne? C'est assez simple à comprendre. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, en France, on va retrouver là où le terroir syndical est fort, c'est-à-dire dans les entreprises de plus de 250 salariés, où on a des moyens pour construire un rapport de force, pour construire une section syndicale forte. En France, on va retrouver 6 000 entreprises de cette taille-là. En Allemagne, il y en a 12 000. Donc, finalement, le double. Alors, c'est un petit peu réducteur de se dire, comme ils ont plus d'entreprises de 250 salariés que nous en France, ils ont forcément le double de syndiqués. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même une explication. Ensuite, il y a une autre explication. Dans les entreprises de plus de 500 salariés, on est sur un mode en cogestion. C'est-à-dire que les comités d'entreprise allemands participent à la gestion de l'entreprise, participent à la définition des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, il y a un vrai dialogue qui se met en place avec l'employeur, et ça participe au soutien des salariés pour leurs syndicats dans ces entreprises-là. Ils ont un vrai rôle stratégique. Ils ont un vrai rôle stratégique. Ils sont pris en compte, on va dire, dès le départ. Tout à fait. J'avais souvenir quand on avait discuté, vous m'aviez dit justement qu'en France, c'est plutôt après coup qu'on va réagir. Et là, si on prend le cas de l'Allemagne, c'est plutôt, ça va être une discussion en amont, pour mettre en place directement des choses qui correspondent aux deux parties, si je puis dire. C'est ce qui a permis aux salariés allemands de garder leur industrie, puisqu'en fait, pour
pour délocaliser comme ça s'est passé en France. Enfin, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons principales. Les conseils d'entreprise, les comités d'entreprise allemands se sont opposés à des délocalisations massives de leur industrie. Et aujourd'hui, on voit la force de l'Allemagne, c'est l'industrie. Et on peut penser que ça a contribué, que la présence justement de représentants du personnel dans ces comités d'entreprise ont profité au maintien de l'emploi, enfin a profité au maintien de l'emploi en Allemagne. Est-ce qu'on pourrait aller vers ça en France, ou est-ce que la culture est tellement différente que ça vous semble difficile? Non, je pense que ce sont des décisions politiques qui doivent être prises. Nos politiques doivent décider et doivent nous donner plus de moyens à nous, les représentants du personnel, et la cogestion. Alors bien que ce soit effectivement pas au goût du jour et pas forcément du goût de toutes les organisations syndicales, moi, si je dois prendre une position personnelle, je pense que c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir donner son avis, que son avis soit pris en compte sur la vision stratégique de l'entreprise. Mais est-ce qu'on ne doit pas apprendre à faire des compromis pour ça? Parce qu'on voit, si je fais un parallèle avec le système politique, on a du mal à faire des compromis et on va dire, à trouver un équilibre. On n'a pas cette culture-là, de premier abord, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprendre, hein, mais qui est peut-être plus existante en Allemagne et donc qui est plus simple aussi dans les entreprises. Et je pense que dans les entreprises en France, il y a peut-être aussi pas cette habitude non plus du compromis. On rentre dans les rapports de force. Est-ce qu'il y aurait des moyens justement de rentrer plus dans ce... Alors le rapport de force, il est indispensable pour créer une discussion, créer une négociation. Mais moi, je pense que ce sont les employeurs en France qui ont moins la culture du compromis que les employeurs en Allemagne. Donc dire que la culture du compromis n'existe pas chez les organisations syndicales en France, c'est mentir, parce qu'on passe une grosse partie de notre temps à signer des accords et on trouve des compromis sur ces accords. Donc c'est aux employeurs et aux politiques de définir une nouvelle charte, on va dire, du syndicalisme en France, enfin du dialogue social plutôt en France. Non, ma question était, c'est peut-être qu'elle est difficile des deux côtés, tout bêtement, hein, la culture. Ce n'est pas plus l'un que l'autre, en fait. C'est aussi une habitude, une culture. Il va falloir aller vers ces compromis-là, en tout cas, si on veut préserver l'emploi dans le futur en France. Oui, donc évoluer vers ça. Il faudra évoluer vers ça, je pense. Et justement, quel pourrait être un syndicalisme du futur à l'heure actuelle qui fasse vraiment évoluer les choses Un syndicalisme... quel syndicalisme? Un syndicalisme qui, justement, est plus politisé, comme je vais le dire tout à l'heure sur le livre que je vais vous présenter. Il faut que les syndicats, demain, aient plus de rapports de force encore pour pouvoir construire une nouvelle définition de ce qu'est la négociation collective dans le pays. Il faut décentraliser le pouvoir des organisations syndicales vers leur base militante pour que ces militants aient les moyens, la formation et l'accompagnement nécessaires pour construire un syndicalisme qui soit à la fois revendicatif, mais qui permet de faire évoluer les conditions de travail et le maintien de l'emploi dans le pays. Et qu'il soit plus de terrain? Plus de terrain, il nous faut... alors on a une base militante qui est vraiment de terrain. Par contre, les appareils décisionnels de nos syndicats aujourd'hui doivent faire plus confiance à cette base de terrain et l'aider à se développer, l'aider à aussi se politiser pour pouvoir défendre demain mieux les droits des salariés. Oui. Quels sont justement les points compliqués pour vous aujourd'hui pour cette défense et cette représentation des salariés? La complication principale, je disais, c'est la discrimination syndicale. Adhérer au syndicat, c'est vraiment un engagement. Bien souvent, on veut que cet engagement soit confidentiel, ce que nous demandent les collaborateurs. Et les collectifs de travail aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont déstructurés. Par exemple, dans mon entreprise, on va se retrouver avec 25 sites en France.
Il faut être présent sur les 25 sites, c'est compliqué. Donc on a ce détricotage géographique aussi qui fait que c'est plus compliqué de construire une section syndicale forte et un rapport de force suffisant pour pouvoir obtenir de nouveaux droits. Oui, et être présent un peu partout, en fait, géographiquement. Et puis on a les changements aussi de mode de travail, le télétravail, donc toucher les salariés qui sont en télétravail, comment on fait, etc. Donc la représentation est plus compliquée de ce point de vue-là. Est-ce que justement les syndicats doivent un peu se repenser pour être plus présents, peut-être d'une autre manière? Bien sûr, il faut être plus présent sur la partie aussi technologique. Oui. On n'est pas encore bien dans le numérique, bien dans le digital, donc il faut qu'on apprenne à discuter effectivement avec ces plateformes, ces réseaux sociaux, et être présent sur ces réseaux. Je pense que là, beaucoup en sont conscients, hein, je n'invente rien. Et moi-même, hein, d'ailleurs, je ne suis pas assez présent sur ces réseaux. Donc il faut développer cette partie-là, effectivement, pour faire connaître ce que l'on défend et comment on le défend et ce qu'on attend demain de la société française. Justement, où est-ce qu'on en est en termes d'évolution sociale? Alors je sais qu'un premier point, vous avez beaucoup contribué à tout ce qui est temps de travail. Vous en avez parlé avec le 35 heures, mais vous avez aussi la semaine de 4 jours qui vous intéresse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la semaine de 4 jours, elle est essentielle. Il est essentiel d'aller vers cette semaine de 4 jours. Alors, dans mon entreprise, elle est réclamée par l'ensemble des salariés pour deux raisons. Il y a des salariés qui bénéficient aujourd'hui et depuis le Covid de la possibilité justement de télétravailler, et une grosse partie de la force de travail ne peut pas télétravailler, donc elle se sent lésée par rapport à cet avantage, puisque aujourd'hui, même si certains ne veulent pas le présenter comme ça reste quand même un avantage de pouvoir travailler de chez soi. Alors il ne faut pas non plus passer sa vie chez soi, c'est important aussi de maintenir les collectifs de travail, parce qu'on sait, par exemple, notamment nous qui habitons en Île-de-France, qu'une des grosses problématiques de chacun, c'est les temps de transport. Quand vous économisez 2 heures, des fois 3 heures de temps de transport par jour en télétravaillant, c'est un vrai plus pour la vie privée. Donc les salariés ont besoin de plus de temps pour leur vie privée. Donc la semaine de 4 jours, elle est essentielle. Ensuite, on voit que l'évolution aujourd'hui de la technologie va entraîner la suppression de certaines tâches. Donc la suppression de ces tâches, elle doit aussi profiter au collectif de travail. Et la semaine de 4 jours, c'est une revendication essentielle que je vais défendre et que je défends dans mon entreprise, mais que j'espère nos politiques et nos syndicats, nos appareils syndicaux vont défendre aussi. Ça permet aussi d'avoir éventuellement d'autres activités qui peuvent être bénévoles, qui peuvent être de créer d'autres projets peut-être personnels, ou peut-être ensuite qui peuvent être aussi ramenés dans l'entreprise. C'est jamais des choses, puisqu'on voit les limites quelque part du travail et de l'entreprise sont beaucoup plus floues maintenant, puisqu'il y a beaucoup de projets personnels, de choses qui se mixent. Et effectivement, ça peut aller aussi dans ce sens-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, notre groupe incite à participer à des journées de bénévolat. Il offre, je crois, 2 jours par an. Donc, c'est un bon argument pour aller plus loin que 2 jours par an. Il faut arriver à cette semaine de 4 jours. Oui, il y avait des réflexions aussi en dégageant justement une journée par semaine pour faire des bénévolats, quels qu'ils soient, ou du mécénat de compétences. Enfin, il y a différents... et il y avait aussi ces possibilités proposées sur une semaine de 4 jours, qui restaient là, du coup, 5 jours, puisqu'on gardait une journée pour ça, mais qui peut être une contribution qui peut permettre effectivement d'apporter beaucoup à la société aussi, en choisissant évidemment où on veut contribuer, pour garder, je pense, une motivation, un enthousiasme, parce que si ça devient contraint, on perd tout intérêt aussi de la chose. Oui, on est d'accord. Et
donc, en dehors de cette semaine de 4 jours, qu'est-ce qui pourrait, et du temps de travail en général, effectivement du télétravail. D'ailleurs, en parlant de télétravail, il y a aussi des entreprises qui reviennent en arrière à l'heure actuelle. Exactement, oui. C'est le cas aussi de notre entreprise. On rappelle un peu alors les travailleurs se sont aussi emparés avec le temps de cette semaine de 4 jours. Et finalement, cette semaine de 4 jours, pardon, de ce télétravail, il y en a qui n'ont pas envie du tout de revenir, il y en a même, bon, alors pas dans mon entreprise, ça peut exister sur certains secteurs, on va dire, certains services, mais il y a des salariés qui ont carrément déménagé en province et qui ne veulent pas revenir au travail. Donc, bon, il faut réguler un peu tout ça et effectivement, je pense qu'il faut mixer entre le télétravail et la présence en présentiel, comme on dit. Oui, il faut trouver des équilibres. Des bons équilibres, parce qu'il y a des gens aussi qui ne supporteraient pas d'être 100% en télétravail, par exemple. Tout à fait. Donc il y a un équilibre effectivement à trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui pourrait améliorer la vie des salariés aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient améliorer la vie des salariés. Je vais en citer quelques-unes. Moi, je pense déjà tout de suite à la pénibilité au travail, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que tous les emplois sont devenus des emplois où il n'y a pas de pénibilité, mais ce n'est pas vrai. La pénibilité au travail est un sujet. Il faut absolument avancer pour réduire cette pénibilité au travail. Il faut améliorer les conditions de travail. On le voit de plus en plus d'ailleurs, la jeunesse est parfois plus intéressée par les conditions de travail qui sont données dans une entreprise que par même le niveau de salaire. Donc améliorer les conditions de travail, réduire la pénibilité, ce sont déjà deux choses. Alors, les améliorations, peut être sur l'ergonomie, sur... La pénibilité justement, vous avez des exemples ? Par exemple, dans mon entreprise, en fait, on a la manutention manuelle qui est très présente puisqu'on stocke des archives dans des cartons. Nous avons aussi des opérateurs qui numérisent toute la journée, donc des risques liés aux troubles musculo-squelettiques. Donc on a sur 400 employés aujourd'hui en CDI, on a 300 salariés qui sont exposés à de la pénibilité. Gestes répétitifs, donc manutention, gestes répétitifs, posture de travail difficile, etc. Devant les écrans, typiquement. Devant les écrans aussi, voilà, rester... on est parfois mal positionné, il y a des gens qui ont mal au poignet, enfin c'est bête, mais mine de rien, on n'avait pas forcément l'habitude de rester avant aussi longtemps devant un écran avec une souris. Tout à fait, rester 8 heures devant un écran, c'est pas du tout bon, il faut bouger au maximum. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais la position assise est la plus mauvaise, puisque 2/3 de notre poids est sur les vertèbres lombaires. Donc il faut alterner position debout et position assise. Ils font des positions relevées maintenant. Exactement. Je ne sais pas si ça se met vraiment en place, si vous l'avez... Alors, pas en tout cas dans mon entreprise. Dans certaines entreprises, oui, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur ces modes-là, ces nouveaux modes de travail. Ça va un peu, je trouve, avec le fait de remettre du mouvement, comme avec le télétravail. Il y a des moments où on est là, d'autres où on est ailleurs, où on est chez soi, ou voilà, dans un coworking, où on est entreprise. Et donc, c'est comme s'il y avait un peu un mouvement qui était remis dans le temps de travail, dans le lieu, parce que finalement, le temps de travail et le lieu, ces deux évolutions sont liées en réalité. Donc, il y a une sorte, dans ce que vous dites, je trouve, de remise en mouvement, peut-être d'une époque où c'était très cadré dans les temps, dans les lieux, dans les manières de faire. Le marché de l'emploi aujourd'hui, le monde est en mouvement et on est en mouvement perpétuel. Il faut se donner il faut qu'on contribue à ça. Alors, il y a aussi une question de l'emploi qui est importante pour vous. Tout à fait. Entre autres avec les entreprises globalisées, comme la vôtre. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu, nous expliquer ? Alors, ces entreprises globalisées, grande majorité de ces entreprises globalisées sont cotées en bourse.
Ce système de cotation en bourse amène ces entreprises à n'avoir qu'une idée en tête, c'est augmenter en permanence la rentabilité de ces entreprises et avoir une vision très court-termiste, même je dirais hyper court-termiste si on peut me permettre de parler comme ça. En fait, les réflexions, elles sont au trimestre. Voilà, ces entreprises présentent leurs résultats trimestre par trimestre au marché financier. Donc c'est au trimestre en fait que les résultats de l'entreprise sont ajustés. Donc toutes ces entreprises, pas qu'elles, hein, mais ces entreprises, elles ne voient le salarié que comme un coût. Et ce coût, il faut absolument le réduire. Donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle les licenciements boursiers. Donc dès que les résultats ne sont pas suffisants, la rentabilité, on parle de niveau de rentabilité dans mon entreprise de 40%. On a un indicateur qui s'appelle l'EBITDA, indicateur qui permet de voir quel est le niveau de rentabilité d'une entreprise. À 30%, quand on est à 30%, ce qui est déjà énorme, je facture 100 €, j'en gagne 30 à la fin en ayant payé toutes mes charges. C'est une rentabilité, ce sont des niveaux de rentabilité exceptionnels, mais à 30%, ça n'est pas suffisant, donc il faut encore réduire, réduire les coûts et réduire le personnel. Donc, dans notre pays, on pouvait à une époque se dire nous sommes hyper protégés, c'est difficile de licencier, mais la réalité est tout autre. Depuis les 20 dernières années, nos politiques n'ont cessé de détricoter le code du travail et de rendre beaucoup plus facile le licenciement et notamment le licenciement économique au sein de nos entreprises. Donc défendre l'emploi, c'est très compliqué. Aujourd'hui, la loi, elle permet non pas de défendre l'emploi, mais d'accompagner les fameux plans sociaux, ce qu'on appelait les plans sociaux, donc qu'on appelle aujourd'hui les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi. Alors, ce sont des mots comme ça, sauvegarder l'emploi, mais en réalité, on ne sauvegarde pas l'emploi. Donc nous, on est aujourd'hui des organisations syndicales. En plus, la loi, c'est une loi qui a été changée en 2013 sous le mandat de François Hollande, une loi dont le nom s'appelle la loi de sécurisation de l'emploi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, le MEDEF disait pour pouvoir embaucher, il faut qu'on puisse licencier. Et en réalité, donc la loi elle a été construite autour de ce slogan du MEDEF. Et nous, les organisations syndicales, on se retrouve dans l'obligation, contrainte, on va dire, on se retrouve contraint à non pas défendre l'emploi, mais à négocier les conditions de départ des salariés pour qu'ils partent dans des conditions correctes et les meilleures conditions possibles. Alors pour pouvoir effectivement rebondir ailleurs, donc il y a quand même dans notre pays encore des mesures d'accompagnement qui permettent aux salariés de se former, pour pouvoir rebondir et retrouver un emploi ailleurs. Mais notre rôle aujourd'hui se limite à ça. On n'a plus la capacité de dire bah non, stop. Oui, de limiter les... Voilà. De limiter le licenciement. Alors, le seul outil qui est à notre disposition, c'est éventuellement, on va dire, ou si possible, la grève. Mais les gains, en fait, qu'obtiennent, on va dire, ces fonds d'investissement, ces entreprises globalisées, avec les plans de licenciement qu'elles conduisent, sont tels que même une grève de... Oui, ils s'en fichent. Voilà, Oui, ça n'aurait pas d'impact. Ça n'aurait pas d'impact. Un impact comme... Exactement. Ça peut avoir peut-être dans notre service public encore, oui, voilà, où ça fonctionne, entre guillemets. C'est-à-dire que ça bloque le pays, ou ça bloque une... Voilà. Ou dans les grosses entreprises. Dans les grosses entreprises. Et vous me disiez aussi que le fait que ces entreprises, donc l'argent part vers les investisseurs, cette rentabilité importante n'est pas forcément redistribuée, on va dire, de manière équitable, peut-être entre les salariés, les investisseurs et même les clients qui sont aussi... voilà, et qu'il y a tout ce gain, si on peut dire, qui part vers les investisseurs sans que les salariés, ni l'avantage sur un produit peut-être, qui pourrait être... amélioré, typiquement par de l'investissement
longue durée, oui, du développement ou par une baisse de prix sur le produit, ou je ne sais pas. Oui, la rentabilité, elle va directement dans les poches des actionnaire. Alors moi, je ne parle même pas d'investisseurs, je parle d'actionnaires, parce qu'en réalité, l'investissement, c'est le fruit pareil, du travail, en fait, qui est réinvesti. Et ces entreprises investissent peu dans l'amélioration de l'outil de travail ou dans le développement de leurs affaires dans les pays. Alors aujourd'hui, quand vous êtes dans un groupe globalisé comme ça, ils vont surtout investir dans les pays émergents, là où le coût du travail est extrêmement faible et où le marché est en train de se mettre en place. Mais on va dire qu'en France, par exemple, nous sommes la vache à lait pour parler vulgairement ou familièrement de ces groupes. On est des machines à cash qui rapportent et l'argent n'est pas réinvesti en France ou n'est pas suffisamment partagé avec la force de travail. Et quel serait l'avenir dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cet argent soit réinvesti, qu'il soit aussi… En fait, que ce soit sous la présidence de Nicolas Sarkozy ou sous la présidence d'Emmanuel Macron, on nous a beaucoup parlé de ça. Même Sarkozy, si je me souviens bien, disait qu'il faut qu'au moins 30% de cette valeur ajoutée soit investie et 30% redistribuée aux actionnaires et 30% aux salariés. Tout ça, ce sont des beaux discours qui n'ont jamais été traduits dans les faits par des lois. Aujourd'hui, c'est la loi qui doit protéger les salariés et qui doit imposer à ces entreprises cette notion. Nous, ça nous va bien, investir 30%, partager 30%. Est-ce que de soi-même, au bout d'un moment, le système ne peut pas s'auto-détruire, si je peux dire, parce qu'on a d'un côté des clients qui vont être de moins en moins contents des produits qu'ils ont, qui vont voir de moins en moins de valeur dans ce qu'ils achètent, peut-être de moins en moins de valeur aussi dans les valeurs de l'entreprise en elle-même, qui commencent à être importants. Les gens aiment bien quand même, quand ils peuvent en tout cas, voir d'où viennent les produits, comment ils sont faits. Donc ça, c'est côté clientèle, mais côté également salariés, collaborateurs, comme vous disiez, s'il y a de moins en moins de monde, ça retombe sur les gens qui restent, qui sont de plus en plus pressurisés, qui font de moins en moins du travail de qualité. C'était un de mes derniers sujets également, de beau travail, et donc qui perdent du sens, voire qui font des burn-out en termes d'épuisement. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas tout bêtement s'autodétruire, ce système? On peut le penser. Alors moi, je ne suis pas capable de le dire aujourd'hui. Je pense qu'on ne pourra pas continuer, tout le monde le sait aujourd'hui, on ne pourra pas continuer comme ça encore. Aujourd'hui, il y a une transformation du capitalisme qui est passé d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier. Aujourd'hui, le monde de la finance dirige tout dans le monde. Et quel est l'intérêt? Ça n'a plus de sens. Alors effectivement, on nous annonce que tous les jours, il y a 1 ou 2 ou je ne sais combien de milliardaires supplémentaires. Mais qu'est-ce que ça apporte au reste de la collectivité? Rien du tout. Donc non, il ne faut pas que ce système dure encore. Et c'est toutes les luttes que nous devons mener tous et en prendre conscience et puis se battre pour que ça change. Vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin? Un mot de la fin, comme ça, sur ce qu'on a dit. Écoutez, je suis ravi d'être un militant engagé syndical. C'est quelque chose qui me nourrit et j'espère que ma contribution va donner envie à plein de gens de se syndiquer et de nous rejoindre. Alors maintenant, passons au livre, parce que je sais que vous nous avez apporté un livre. J'aime bien toujours poser cette question de est-ce que vous avez un livre sur les sujets dont nous avons parlé pour les personnes qui veulent aller plus loin sur toutes ces thématiques. Il y en a plusieurs. Donc, je le montre. Oui. Et donc, c'est Le syndicalisme et politique de Karel Yon, ça se prononce bien comme ça. Oui. C'est La Dispute, l'édition? Oui, tout à fait. Ça. Oui. Donc, je le montre à l'écran pour ceux qui regarderont sur la version émission télé. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Alors, pourquoi vous nous avez apporté ce livre-là?
Alors, c'est un livre, donc c'est une œuvre collective sous la direction de Karel Lyon, qui est sociologue au CNRS et qui s'intéresse à toutes ces questions syndicales et ces questions sociétales. Donc le syndicalisme et politique prend comme point de départ les mouvements sociaux qui ont eu lieu au moment de la réforme des retraites, donc au printemps 2023. Oui. Et donc l'équipe de Karel Lyon mène une introspection sur les problématiques aujourd'hui de mobilisation. Pourquoi autant de mobilisation pendant cette période? Puisqu'on a eu une très très forte mobilisation. 70% des Français étaient contre la réforme des retraites. Et pourtant, nos politiques, qui en plus n'ont pas trouvé de majorité à l'Assemblée nationale, ont passé cette réforme en 49.3. Donc le questionnement est le suivant. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour que le rapport de force syndical soit suffisamment fort et suffisamment puissant pour forcer nos politiques à écouter ce que les syndicats ont à dire, ce que le peuple a à dire, et finalement aller dans l'intérêt collectif plutôt que dans l'intérêt de marchés financiers. Donc ce livre, c'est un... Si je le résume, c'est un audit des derniers mouvements sociaux. C'est une analyse précise des derniers mouvements sociaux, y compris le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Et à partir de toutes ces analyses, ce livre, en fait, propose des pistes d'amélioration, des pistes d'action pour que demain, le syndicalisme évolue vers un syndicalisme qui retrouve son rôle politique au sein de la nation. Oui, d'ailleurs, son sous-titre, c'est « Questions stratégiques pour un renouveau syndical ». Tout à fait. Cette idée de... Voilà. Tout à fait. Le syndicalisme aujourd'hui, selon ce livre et selon aussi mes convictions, ne peut plus se limiter à un rôle revendicatif. On ne peut pas demander aux gens d'aller se mobiliser 10, 12, 13 fois dans la rue et n'aboutir à rien finalement, aboutir à un 49.3. Bon, même si les négociations sont peut-être en train de se rouvrir aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu un gros problème avec cette réforme des retraites et qu'elle doit aujourd'hui évoluer, que la discussion doit reprendre. Donc comment reprendre cette discussion? On peut le voir, les syndicats n'ont pas lâché, l'ensemble des unis dans un front syndical qui reste uni contre cette réforme. Et c'est vraiment pour moi, pour les gens qui ont écrit ce livre, une source d'inspiration et une source surtout d'espoir que tout est possible. Il faut repolitiser la classe populaire, l'aider à comprendre les enjeux, l'aider à défendre ses droits. Et puis, c'est ce que nous explique ce livre très bien, avec de vraies pistes d'action. Et je le conseille à la lecture. C'est du concret. Oui, c'est du concret. Bon, ça s'adresse quand même à des personnes averties, on va dire, sur le sujet syndical. Mais tout le monde peut le lire. Voilà, oui. Tout à fait. Alors, où peut-on vous retrouver? Alors, moi, sur LinkedIn, et puis on peut me retrouver aussi à la Fédération des employés et des cadres, rue des Petits Champs à Paris, si on veut me rencontrer ou si on a des questions sur le syndicalisme, des conseils. Voilà. Je conseille beaucoup de mes collègues et camarades syndiqués qui font face à des plans de sauvegarde de l'emploi, des réorganisations. C'est mon expertise au sein de la Fédération des employés et des cadres Force ouvrière. Donc, si vous avez des soucis de cet ordre-là, vous pouvez me contacter.
Oui, et puis c'est un engagement fort chez vous, hein, comme vous nous l'avez expliqué. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Exactement. Alors pour terminer, j'aime toujours faire intervenir le hasard. Ah oui. Donc je vais vous faire tirer un nombre de 1 à 9 dans cette jolie petite boîte. Et puis par rapport au nombre que vous aurez tiré, vous allez nous dire spontanément à quoi ça vous fait penser par rapport soit au sujet dont on a parlé, peut-être à votre carrière professionnelle en lien avec le travail. Donc je vous laisse le tirer. Vous nous dites ce que c'est. Ah, le 6. Le 6. Bon. Le 6, c'est pas forcément mon chiffre préféré, le 6. Ça peut être dans l'autre sens, justement. En quoi il n'est pas votre chiffre préféré, alors? Je ne sais pas, c'est un chiffre qui m'a jamais tellement inspiré. Bon, alors si je veux rester, si je veux rester dans le dans le factuel et dans tout ce que je viens de dire, écoutez, dans 6 mois, on en saura plus sur cette réforme des retraites, puisque le Premier ministre Bayrou s'est engagé dans une renégociation. Il a appelé ça un conclave, mais en réalité, il va y avoir de nouvelles discussions et une renégociation. Et dans 6 mois, on sera fixé si les salariés ou non ont 2 ans de plus à travailler dans les prochaines années. Voilà pour l'instant. Alors je suis un peu court-termiste hein, pour le coup, mais voilà ce que ce chiffre m'inspire. Et cette négociation, elle pourrait être faite différemment, justement? Peut-être qu'avant... Oui, il aurait fallu justement que la gouvernance d'avant dans ce pays prenne le temps de vraiment discuter avec les organisations syndicales, que toutes les solutions possibles. On n'est pas dans le déni. Oui, il faut financer les retraites, ça a un coût. Aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre sur ces régimes-là, il faut en être d'accord. Mais il faut trouver aussi des explications. Et l'explication et la solution, ce n'est pas simplement de dire aux gens vous allez tous travailler 2 ans de plus. Parce que quand on est sur certains métiers, ce n'est pas possible de travailler jusqu'à 64 ans. Et les politiques doivent, ils le savent, oui. Les employeurs sont dans l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas envie de garder des salariés jusqu'à 64 ans. Les métiers pénibles, entre autres. Sur les métiers pénibles et même sur d'autres métiers, les salariés de plus de 55 ans sont déjà souvent dans le collimateur. On les retrouve souvent dans les plans de sauvegarde de l'emploi. Donc on ne peut pas continuer à dire... Alors qu'il y a une grande richesse dans les personnes seniors, entre guillemets. Exactement. Puisque justement, ils ont toute une expérience, toute une vue et qui pourrait être au contraire partagée, mise en avant, participer à la formation des plus jeunes et à la transmission de cette expertise. Oui. Donc voilà ce que le 6 m'inspire aujourd'hui. Donc peut-être plus d'écoute, de ce que j'entends aussi. Un manque d'écoute. Tout à fait. Peut-être avant, pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui au-delà même du compromis, on a parlé de compromis, mais quelque chose en fait qui soit bénéfique pour les deux parties. Exactement. Tout bêtement, parce que le compromis, c'est vrai qu'on a toujours cette idée de on perd un peu des deux côtés, alors que je pense que vraiment la solution gagnante, je ne sais pas laquelle, hein, entre guillemets, c'est celle où les deux parties ont l'impression d'avoir eu ce qui était le plus important, en tout cas pour eux, et qui arrivent à trouver cet équilibre. Tout à fait. Bon, au début de l'émission, on parlait du dialogue social. Le dialogue social, ça ne peut pas commencer par la phrase suivante, dire voilà, écoutez, on vous laisse 3 mois pour trouver un accord, et puis s'il n'y a pas d'accord, on décidera à votre place. Donc c'est pas ça le dialogue. Le dialogue, c'est écouter ce que tout le monde a à dire, en tenir compte, et puis trouver un compromis autour des positions de chacun. Merci sur cette belle fin. Merci Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Vision, un monde du travail en mutation.